Bienvenue dans cette conf Mythomène. Donc, par rapport à ceux qui sont venus il y a 1 an et demi, on a un logo. On a fait appel à un véritable professionnel des logos qui nous a fait un vrai logo. C'est mieux que ma vieille fonte avec un effet 3D que j'avais fait à l'arrache dans After Effects avec Element 3D. Donc ça s'appelle Comment produire un long métrage d'animation indépendant épisode 2. Alors hop, on fait comme ça, voilà. Donc vous pouvez retrouver l'épisode 1 sur tuto.com où Nicolas Dufresne donc, s'approprie évidemment tout le travail qu'on a fait pour se faire des vues sur son propre compte. Mais c'est gratuit, donc ça va, il ne se fait pas de l'argent sur notre dos, et ça c'est quand même sympa. Parce que tu as quand même passé une demi-heure à dire que les gens qui créent des entreprises normales sont des gros enculés de dictateurs. Et ben je suis un dictateur, j'ai monté une SARL de production, et je suis le chef, et j'impose mon dictat et mes coups de fouet à tous les gens qui travaillent avec moi. Donc je ne sais pas si on verra la fin du film un jour. Donc voilà, la première partie part surtout du trailer que je vais vous montrer dans un instant. Mais je voulais revenir juste là-dessus parce qu'on avait parlé donc comment produire son long métrage d'animation, et quelqu'un nous a un peu grillé. Quelqu'un nous a grillé, il a bien compris que c'était pas vraiment un tutoriel et que c'était pas vraiment non plus pour un long métrage, mais c'était pour un teaser. Donc ça a baissé la moyenne de Duduf et je le vis mal personnellement. Donc Duduf, cette conférence, je te le dis, elle est dédiée à ce monsieur. J'ai enlevé le nom pour pas trop l'oppresser. Et j'ai décidé de faire une conf beaucoup plus sérieuse que l'année dernière. Donc on va avoir 66% de trucs chiants, c'est la partie tuto. 20% de gros mots, je vous avais vu, j'ai déjà commencé, je parle comme un chartier, on dirait Nadine Morano sous Exta, mais bah, voilà, je suis désolé, il n'y a pas d'enfant, donc ça va. On est entre nous 10% de mythomène, parce qu'il faut quand même que je justifie mon déplacement en TGV, et 4% de déjà vu qui va correspondre à la bande-annonce que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc il y a 1 an et demi, on était ici, on était aussi sur Indiegogo, c'était... après le crowdfunding du HIC, et c'était pendant notre crowdfunding Mythomène. Et on avait fait donc un trailer dans les conditions réelles de production, c'est-à-dire à l'arrache et sans financement. Et on l'avait fait en 4K parce qu'en vrai, il n'y a que ça qui compte. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous montrer la version 1080p pour des raisons de performance de PowerPoint. Ce film-annonce a été classé I pour immature. Prince Harry, Pierre du Calme, je vous déclare mari et homme par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser... Que dalle, sale prêtre démoniaque. J'espère que vous aimez les herbes de Provence, les PD. Vous en aurez besoin quand vous braiserez en enfer. Équipe antiterroriste, action. Le monde que nous connaissions n'est plus. Allons-y! Découvrez comment l'ubérisation du monde va clasher entre les pompiers, vaillants héros du service public, et les mythomènes, nouveaux super-héros toujours prêts à venir vous sauver contre une courte page de publicité. Dans leur lutte sans merci, ils vont passer à côté du vrai danger. Découvrez les superstars que nous aimerions voir. Un homme Testarossa pour Edouard, une femme de talent pour Angéline, une voix rauque pour Dika, un fou furieux pour Jean-Denis, un homme en colère pour Captain Sars et une voix accentuée pour Kokura Sarov. Mais aussi avec tous ces super gens pixelisés pour des clins d'œil tellement cool qu'ils en voleront la vedette. Rejoignez-nous maintenant. Alors oubliez les Simpsons, le film Lego, Beavis et Butthead, South Park et embarquez dans la comédie d'action musicale la plus folle, la plus satirique, la plus non sous-traitée et tout simplement la plus drôle de tous les temps. Mythomène. Mais il est fini quand ce film ?
Donc voilà, c'est probablement la dernière fois que je monte ce trailer parce que j'en peux plus. J'en peux plus pour plusieurs raisons. C'est qu'on comprend rien déjà, parce qu'il n'a pas du tout été fait pour du crowdfunding. Alors, si vous voulez savoir toute l'histoire, tous mes espoirs que j'avais placés dans ce trailer, c'est dans la première partie, sur tuto.com. Mais si je devais résumer vite fait, parce qu'on n'avait pas fini le crowdfunding la dernière fois, si je devais résumer juste vite fait notre expérience, mon ressenti du crowdfunding, le premier enseignement, c'est que tout le monde s'en branle. Tu fais un crowdfunding, c'est triste à dire, mais vraiment tout le monde s'en branle parce qu'il y a d'autres choses. Enfin, déjà, tout le monde fait du crowdfunding aujourd'hui, donc c'est très difficile de sortir du lot. Mais il y a quand même des choses cool qui viennent, même si Dudu va spoiler un petit peu. Donc on fait beaucoup de rencontres. Donc on rencontre des gens dans le Nord, sympathiques, qui ont des idéaux que d'aucuns dirais utopiste, mais que d'autres apprécient. Donc voilà, et puis beaucoup de gens qui étaient là à la conférence aussi, avec qui maintenant je discute régulièrement par internet, on va boire des bières et tout, donc ça c'est le côté positif, d'ailleurs c'est pour ça que c'est en vert. Beaucoup de feedback, genre waouh ça fait super pro, waouh ça fait j'ai rien compris mais c'est génial, donc beaucoup de j'ai rien compris mais ça a l'air génial, et donc ça aide aussi pour réparer les erreurs qu'on a fait. Et en fait, beaucoup de support des proches. Alors quand je dis support, c'est beaucoup de proches qui donnent de l'argent, évidemment. J'ai fait un petit diagramme, parce que j'ai découvert cette fonctionnalité dans le train ce matin, donc j'en ai foutu partout. Donc sur tout l'argent qu'on a réuni, donc 35% viennent de ma maman, qui a fait raquer toute la famille. Elle a été hyper oppressante avec tout le monde, ses amis, la famille et tout. Donc elle les drivait par téléphone pour leur apprendre à payer sur Internet avec la carte bleue. Voilà, j'ai des personnes âgées qui m'ont donné de l'argent sur Internet par carte bleue. Donc pensez à votre maman quand vous faites un crowdfunding. Dites, est-ce que ma page est suffisamment claire pour qu'elle puisse se donner de l'argent? Parce qu'au début, il était que en anglais et c'est parce que je me suis posé cette question qu'on l'a fait en français. La suite, c'est 25% Stupéflix, qui était mon ancien employeur. Et ce sont mes collègues qui m'ont montré quasiment tout le monde a donné, y compris la société. Donc c'est quand même super touchant de voir qu'on est soutenu par ses collègues de travail. 25% par l'équipe de développement d'After Effects, donc c'est pas Adobe directement, mais ce sont les humains qui fabriquent le logiciel qu'on utilise tous les jours, qui ont aussi montré énormément de soutien, et 15% des inconnus, principalement des gens que j'ai rencontrés sur Motion Café, un très bon, qui a remplacé les fous d'anime un petit peu dans nos cœurs, même si je suis jamais très présent sur les forums et tout, mais en tout cas Motion Café qui a réuni la communauté Motion autour d'After Effects et tout, donc ces gens que je ne connaissais pas m'ont beaucoup aidé, et voilà, donc là-dessus c'est 75% d'argent français et 25% d'argent des États-Unis, donc quasiment tout l'argent américain que j'ai touché, c'est quasiment que Adobe. Dans les points négatifs, donc c'était un trailer clairement pas conçu comme ça. On a mis 3 mois à préparer le crowdfunding. Excuse-moi, je suis perturbé. En fait, t'as pas la fonte, ça l'a pas embêté dans mon PowerPoint. Du coup, je suis perdu parce que mes trucs sont pas alignés comme je veux. J'ai des tocs, c'est pour ça. Donc un trailer pas conçu comme ça. Au début, on avait fait juste un trailer pour montrer un peu l'univers et un peu le côté foufou du projet, et c'était pas du tout pour aller chercher de l'argent. Et ça se ressent vachement parce qu'on comprend rien déjà et qu'il est un peu foutraque. Aussi, mais conditions réelles de production obligent. La presse spécialisée, donc normalement c'est censé être en italique, s'en bat, ça s'en bat complètement. T'as beau suivre des conseils de communicants qui disent alors il faut faire un communiqué de presse, il faut mettre ça en premier, il faut pas que ton titre en all caps il fasse plus de 3 lignes parce que tu comprends machin. Bon, on a tout suivi ces conseils là et voilà, et pour pas grand chose au final, donc faut pas trop compter sur eux. En tout cas, on va dire dans un milieu qui n'est pas tangible, si vous faites un accessoire iPhone de merde et que vous en prévendez 500 000, évidemment, tout le monde va en parler. On a eu un attentat 10 jours après. Alors, ça n'aide pas. Surtout que c'était le Bataclan, donc c'était un peu des terroristes qui tuaient des gens dans un lieu clos. Je ne vais pas vous repasser le trailer, mais je pense qu'on a une thématique un peu similaire. Donc ça aide vraiment pas du tout. Donc évitez de faire un crowdfunding avant un attentat.
Personne n'investit dans un projet à 2 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on disait, c'était en 2015, on disait décembre 2017. Alors, je vous l'annonce, on n'aura pas fini en décembre 2017, parce que trouver de l'argent français, c'est difficile. Donc, à 2 ans, un truc qui n'est pas vraiment tangible, et comme tu disais tout à l'heure, il faut trouver des cadeaux, enfin des contreparties, et à part la contrepartie du film, j'avais pas envie de me lancer dans de la fabrication de t-shirts, ce que j'ai fini par faire au final, mais voilà. J'avais mis l'emphase sur les États-Unis parce que je me suis dit c'est leur humour, c'est leur argent, ça va leur parler, donc avalanche de pognon. Non, parce que eux ils ont de l'ado adulte, alors certes pas en long métrage, et je savais que mon truc de dire vous en faites en dessin animé, mais pas en série, mais pas en long métrage. Alors s'il vous plaît donnez de l'argent. Je savais que c'était un peu bancal. J'aurais dû changer un axe. Parce que quand c'est bancal, ben, ça marche pas. On n'a plus de vie aussi. Le boulot le jour, le crowdfunding la nuit, surtout quand on a un focus débile sur les US, donc avec le décalage horaire, on se dit c'est cool, j'ai bossé la nuit, on va pas dormir et puis ça va être bien. Les Red Bull, ça n'aide pas des masses. Et en plus, l'ascenseur émotionnel du je me réveille le matin, ouais, on m'a donné 100 €, ah, c'est ma maman. Et puis après 4 jours où tu étais là tous les matins, 1-0, 1-0. Donc voilà, ascenseur émotionnel. La campagne, c'est pas passé de manière optimale, hein, c'est pas les success stories qu'on voit habituellement. Donc au final, qu'est-ce qu'on a eu de cette expérience? On a eu 10 000 $ en banque. Ça fait 8 500 € à peu près, après les frais de machin, de bidule. On a gagné un coproducteur. Comme quoi les rencontres, ça marche. J'ai level up en pitching. Je pitch toujours aussi mal le film, mais avant c'était catastrophique. Donc j'ai voulu le mettre dans des bonnes... dire que c'était un truc que j'avais gagné, quoi. Et voilà pour les 4% de ceux qui sont venus l'année dernière. Et maintenant, dans Mythomen, qu'est-ce qui se passe maintenant dans Mythomen? Donc on attaque les 66% de trucs relous. On a créé une boîte de prod, j'ai créé une boîte de prod, The Visual Cutters, qui n'est pas une coopérative, donc j'étais dans la partie droite de la slide où c'est que des trucs de connards. Donc effectivement, j'ai tous les droits de vote dans mon entreprise, effectivement. En même temps, je suis tout seul pour l'instant, donc ça va. D'ailleurs, c'est con parce que toi, on fait le fanfaron, mais je ne me suis pas présenté. Je suis Sébastien Perrier. Et je suis le fondateur gérant de The Visual Cutters, producteur délégué, réalisateur et co-scénariste de Mythomen. Et j'ai envie de dire que ça peut paraître prétentieux. Et c'est vrai, ça l'est, hein, je fais tous ces rôles en même temps. Mais c'est la pire idée du monde, pour de vrai. Faire tous les trucs en même temps, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Pour quelques bonnes raisons. La première, c'est parce que quand ton comptable te réclame des factures ou te demande un business plan, eh ben, c'est sur ta gueule que ça tombe. Quand ton juriste te demande de relire les contrats ou de remplir les formulaires du CNC, eh ben, c'est sur le producteur délégué que ça tombe. Quand ton storyboarder a besoin d'une validation, et que ça fait 3 semaines qu'il attend parce que tu n'as pas encore eu le temps de récupérer son fichier et tout, c'est sur le réalisateur que ça tombe. Et quand ta co-scénariste et ton coproducteur refusent d'avoir un personnage qui a des expressions ch'ti mais qui parle avec l'accent du Sud, c'est sur le co-scénariste que ça tombe. Et je l'ai quand même enregistré, rien à foutre. Voilà, donc... Alors là, ça m'énerve parce que je vois en prévisualisation ma prochaine slide, j'avais tout putain d'aligné. C'est les fonds du film. C'est les fonds du film, mec. Donc, contrairement à la politique, cumuler au cinéma, c'est une stratégie de loser. Notez-le bien, c'est vrai. Mais c'est pas tout à fait pour les raisons que je viens d'invoquer. Parce que bon, on a tous à un moment besoin de cumuler plusieurs choses en même temps, et puis c'est pas non plus dramatique de faire 4 jobs en même temps. Mais pour les professionnels, ça n'est pas crédible. Parce qu'ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Est-ce qu'ils s'adressent au scénariste? Est-ce qu'ils s'adressent au réal? Est-ce qu'ils s'adressent au producteur? Alors évidemment, quand je vais voir un producteur et que je m'adresse, on me dit oui, je suis producteur et tout, machin. Il fait, mais qui réalise? Ah, c'est moi. Et qui l'a écrit? Je l'ai co-écrit aussi. Donc ils se rendent compte très très vite que c'est pas crédible. Un mec qui fait tout, ça n'existe pas. Pour le CNC, les aides et les régions, par exemple, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a différentes cases, donc il y a la case créative, donc tu peux être réalisateur et scénariste, mais tu ne peux pas être producteur en même temps, parce que le producteur, normalement, n'a pas de droit créatif sur le film, donc c'est 2 cases totalement opposées, donc si tu commences à cumuler les 2 cases, ça fait un peu le mec qui veut cumuler toutes les aides, donc tu passes pour un enculé de capitaliste, déjà que tu as créé une SARL et que tu as déjà tous les pouvoirs.
Donc, alors que ça, généralement, ils aiment bien les producteurs, hein, quand on a tout le pouvoir. Cumuler, ça veut surtout dire qu'on est tout seul. Et que si on est tout seul, c'est-à-dire qu'on est une espèce de mec avec un melon comme as, qui a envie de se faire son petit kiff dans son coin, et que s'il n'est pas capable de se faire des potes en soirée networking, à boire des drinks avec les gens de la profession, c'est que ça a l'air d'être un sacré connard, qui a juste envie de se faire son petit film dans son coin, et que je vois pas pourquoi on lui donnerait plus de crédit que ça. Hein, l'argent, ça se partage, hein, il ne faut pas déconner. Et puis on est en France. Bordel de merde. Et il y a des façons de faire. Et je ne sais plus qui en a parlé. Je crois que plusieurs personnes intervenants en ont parlé ce matin. Et notamment Anne tout à l'heure, qui disait bah oui, voilà, pourquoi moi, avec mes films qui sont projetés des millions de fois dans des musées, j'ai pas le droit aux mêmes aides que celui qui va faire 20 000 entrées au cinéma art et essai pour son long métrage. Et ben là, c'est pareil. Il faut rentrer dans une case précise. Nous, on fait de l'ado adulte en France, en long métrage, avec pas d'argent. Ça fait un peu trop de petites barrières. Et quand en plus, parce qu'il y a un projet à côté aussi entrepreneurial et qu'on dit qu'on développe des outils qu'on va mettre en open source et gratuitement, le logiciel libre, il s'en branle. Hein. Alors là, je leur parle même pas de Creative Commons. Mais donc du coup, c'est des trucs, des choses qui mettent des barrières tout de suite. Et c'est con à dire, mais les gens qui ont le pouvoir et qui ont l'argent, c'est des gens qui sont un peu âgés, qui sont là depuis longtemps, et ils n'aiment pas trop spécialement sortir de leur petit pré carré, ce qui peut se comprendre aussi. Ils ont la responsabilité, pour la plupart, de donner de l'argent public. Donc quand ils voient arriver du fais-moi pour demander des sous, on n'a pas fait 75 longs métrages avant, on a un budget qui est totalement différent des standards, on a des façons de produire qui sont complètement différentes des standards. Moi, je peux comprendre que le mec qui soit là, genre, on va se calmer les gars, j'essaye de comprendre ce que vous faites, mais ça m'a l'air mal parti. Donc, il y a ça qui gêne. Et puis c'est surtout, alors ça, on me l'a vraiment sorti, un producteur qui met de sa poche, c'est super louche. Là, et je vais citer la phrase parce que je l'ai noté. Un vrai producteur, c'est celui qui finance un projet sans sortir une seule pièce de son porte-monnaie. Moi, j'appelle ça une feignasse qui prend pas de risque, mais d'aucuns appellent ça un producteur de cinéma français. Alors, je caricature, ils ne sont pas tous comme ça, hein, comme les 85% et les 15% de redistribution de l'argent capitaliste dans les sociétés à responsabilité limitée. Tout le monde ne le fait pas, mais la majorité le fait. Donc nous, on a mis notre argent en jeu, et c'est bizarre. Donc désolé de vouloir avancer notre projet et de vous montrer qu'on est sérieux et qu'on y croit. Ça marche pas comme ça. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi du coup j'ai décidé de cumuler tout ça et de faire le con. C'est quand t'as pas une thune, t'as pas trop le choix. Je cumule pas pour le plaisir de cumuler. Être producteur, ça, je vais le dire honnêtement, ça me casse les couilles. Et pourtant, j'ai un juriste qui s'occupe de toute la paperasserie administrative. Mais juste devoir re-signer 75 contrats parce que je me suis trompé dans une paraphe, parce que, comme pour Monsieur Duf, moi je m'auto-signe mes contrats, hein, puisque je suis mon propre chef et mon propre truc. Donc je mets deux paraphes différentes, histoire qu'on comprenne bien qu'il y a Seb producteur et Seb scénariste. Faut pas. Donc ne le faites pas. Si vous auto-signez des contrats, il faut mettre 2 fois vos initiales. Hein, j'ai appris ça. Donc voilà, c'est un peu le problème que les gens ne veulent pas comprendre, parce que normalement un plan de financement c'est très établi en France. On fait une demande d'aide au développement, puis ensuite une demande d'aide à la pré-prod, puis ensuite une demande d'aide à la prod, puis ensuite une demande d'aide à la post-prod, puis ensuite une fois qu'on a fait ça une première fois, on demande une avance pour pouvoir commencer le prochain film, etc., etc., etc. Sauf que si on avait fait que ça, hein, on en serait encore au développement, j'aurais pas grand-chose de plus que ça à montrer. Mais bon, s'il n'y avait que ces petits soucis avec le fait que je cumule, je n'ai pas choisi cette fonte, je te jure, j'ai les yeux qui saignent. Hein. Alors j'espère que pour la version filmée, donc les gens désolé, toi qui regardes cette émission sur tuto.com, sache que tu vois les vrais slides, tu ne vois pas les slides que nos amis ici présents sont en train de voir. Donc, la street cred pour les nuls, c'est la seconde moitié des 66%. Alors, au-delà que nous ne soyons pas sérieux, enfin je dis nous, que je ne sois pas sérieux, que Sébastien Perrier en tant que producteur, c'est un petit branleur, nous avons un problème majeur, c'est que quand j'ai pitché le film, on avait un budget de 500 000 €.
C'est un budget totalement impensable, que j'ai fait valider quand même par 2 directrices de prod différentes, travaillant dans 2 boîtes différentes, ayant des expériences totalement différentes, et qu'elles m'ont dit « Ouais, c'est un peu chaud du cul, mais vu ton planning, vu ton truc, on tient. » On va pas se mentir, on va pas payer les gens, on va pas balancer des liasses de billets et tout, mais c'est jouable. Le budget moyen d'un long métrage d'animation 2D en France est 4,5 millions. Donc on est à 500 000, donc il y a un petit delta de 4 millions. Que les gens ont du mal à appréhender. Alors t'as beau leur expliquer que tu vas faire de la génération programmatique de décors. Évidemment, la personne qui a l'argent va dire « De quoi ?» Donc du coup, tu demandes à tes artistes d'expliquer visuellement ce que c'est de la programmation générale. J'ai même perdu d'ailleurs le terme en le disant, putain. La honte. La génération aléatoire de décors. Mais donc bon, 500 000 €, c'est impensable. En plus, après, on leur dit qu'on le fabrique en France. Et là, on m'a vraiment dit, pourquoi tu le fais pas en Belgique ou en Corée du Nord? Parce qu'on produit encore en Corée du Nord, en France, c'est ce qui est pas mal. J'ai moi aussi potassé un petit peu les livres. Ou en Chine, parce que ça coûte moins cher. Au Vietnam, le Vietnam est vraiment très tendance en ce moment. Nous, on dit, bah non, on le fait en France. Alors déjà, on dit 500 000 balles. Et en plus, on le fait en France, parce que les mecs, ils pensent tout de suite charge sociale, charge patronale, charge machin. Donc j'aime autant vous dire qu'on passe vraiment pour une bande de branquignoles. Du coup, avec mes coproducteurs, on a décidé de se retrousser les manches et de prendre le problème à bras-le-corps. On a augmenté le budget à 800 000 €. Parce que tout le monde nous dit « Mais vous êtes cons, montez votre budget, on s'en fout, vous le faites comme vous voulez, mais il faut que vous ayez l'air crédible. » Le problème, et je pense que ça vous avez compris de par les conférences de Nico, c'est qu'on a quand même des valeurs morales, même si je suis un enculé capitaliste toujours, on a quand même des valeurs morales, et juste dire bah, on rajoute 300 000 pour dire on rajoute 300 000 pour faire plus sérieux, éthiquement parlant, c'est problématique. Donc je suis venu dans le Nord, j'ai fait mon petit aller-retour en TGV, c'est très sympa. Et on s'est vraiment posé la question de, ok, on rajoute 300 000 €, parce que moi je voulais pas aller au million, parce que le but du jeu c'est de faire un film pas cher que tout le monde puisse faire, même si 500 000 c'est énorme, mais que ça soit dans des structures de coûts que n'importe qui puisse obtenir plus ou moins aisément. Et qu'est-ce qu'on fait avec 300 000 € de plus? Donc on a dû faire des choix, est-ce qu'on améliore, est-ce qu'on prend plus de monde pour le faire moins longtemps, mais avoir des quotas plus lâches? Est-ce qu'on fait des quotas? Est-ce qu'on garde les mêmes quotas et qu'on paye mieux les gens? Donc c'est quand même une démarche qui prend du temps, de bien asseoir l'assiette budgétaire, que ça soit cohérent et crédible. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait ça, et puis après on a eu d'autres retours, comme c'est fabriqué dans le Nord, mais il y a des structures là-bas. Alors, je vous jure que c'est vrai. Alors, je sais que dans le milieu de l'animation, tout le monde connaît en Kama et tout le monde connaît Pictanovo. Dans le milieu de la production élitiste parisienne, j'aime autant vous dire que Pictanovo, pour eux, c'est un label qualité du Maroilles. Donc, je leur dis, mais c'est un des plus grands viviers d'animation en France. Il y a le Nord, il y a Annecy et il y a Paris après. Et les mecs, ils disent, ah bon, bah, ils n'aiment pas trop le Nord. Ils iront aussi pleurer auprès des cahiers du cinéma quand les Ch'tis 2 en 2018 feront 15 millions d'entrées encore, mais je sais pas, ils comprennent pas qu'il y ait une structure. Donc pire que le Made in France, c'est le Made in Hauts-de-France. Donc bon, bah, ça voilà. Puis en plus on est parisien, donc il faut quand même faire fonctionner l'économie locale. Donc on fait un truc ado-adulte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une cible qui n'existe pas, sachez-le. Sachez que nous n'existons pas, enfin je sais pas si vous aimez South Park ou les Simpsons ou BoJack Horseman. En tout cas moi j'aime ça, mais je n'existe pas, c'est une... Comme on dit dans le jargon, c'est une cible non adressée, hein, puisque personne ne s'adresse à elle. C'est un vrai terme. On dit outil open source qui ne dépassait pas du bord. Donc ça va expliquer à des financiers dont le but du jeu c'est de faire de l'argent quand même que les outils open source peuvent te rapporter in fine de l'argent. En développant des moyens, enfin ça rapporte des gens déjà et ça permet de faire croître le marché. Donc eux ils voient juste le gain direct, quoi. Ils disent bah, open source ça va te coûter 200 000 € en un an pour faire ton truc. Bon ok, ouais, quand est-ce qu'on reçoit de l'argent?
c'est pas comme ça que ça marche. On va récupérer parce qu'on a fait cet outil, on va rencontrer des gens qui vont nous rapporter du travail et c'est indirect. Alors dès que toutes les sources d'argent indirectes, faut oublier, hein, ça n'existe pas. C'est rien du tout. Donc économie d'échelle, ça dépasse pas du tout. On fait des économies sur ce premier film. C'est un premier film, on fait beaucoup de sacrifices. C'est des sacrifices qu'on ne pourra pas reproduire sur les films suivants. Donc on ne pourra pas rester sur ce petit budget de 800 000. Tu me dis si je me trompe, Nico, mais je pense qu'à la grosse, si on devait mettre les loyers, enfin si on devait avoir un loyer avec un local et rajouter une chargée de prod pour gérer tout ça, je pense qu'à 1,5 million, en disant qu'on a un local où on peut faire tenir 10 personnes, on fait le film. Là, on le fait à 800 000. Donc on explique qu'on fait des économies d'échelle aujourd'hui. Je suis en résidence, pour ne pas dire squatter, chez Studio 100, qui me prête un petit espace, et c'est très gentil à eux. Voilà, Anthony, le storyboarder, travaille de chez lui. Pierre, le décorateur, travaille de chez lui. Rainbox, il travaille de chez eux aussi. Donc voilà, il n'y a pas de petites économies. On essaye de faire en sorte de répondre à un besoin. L'ado adulte, il n'y a pas de cible, donc on veut le faire pas cher. Ça paraît évident. Puis c'est notre premier film, on fait des sacrifices. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent vraiment. Les valeurs humaines. Bon ben voilà. Donc du coup, on a décidé de passer la barre symbolique du 1 million d'euros. Pour paraître crédible. Alors, si tu fais partie du CNC, s'il te plaît, coupe maintenant. Pour faire crédible auprès du CNC, parce qu'en dessous d'1 million d'euros, ça fait vraiment petite bite. Donc, on a passé le 1 million d'euros. Donc, le 1 million d'euros, on a fait un budget à 1 million d'euros hors taxe avant les dernières petites cases sur les devis qui sont les frais de producteur, les machins, les bidules. Enfin, donc, on est à 1 150 000 ou un truc comme ça. Mais on est passé au-dessus d'1 million coût net hors taxe de fabrication. Pour justement essayer de paraître crédible pour avoir l'agrément des investissements auprès du CNC, qui est un petit peu le sésame pour quand on fait un long métrage. Pareil, si on fait un long métrage et qu'on n'a pas fait de long métrage avant, mais qu'on n'a pas l'agrément des investissements, toutes les aides dédiées au long métrage, on les a pas. Donc voilà. Mais heureusement, 3 petits points. Voilà. Mais heureusement, on a quand même collecté. On a quand même investi 200 000 euros, ce qui est une somme énorme, d'où encore le problème des gens qui mettent leur propre argent pour faire leur truc, ça ne leur parle pas. Donc on a mis 200 000 euros pour quand même fabriquer quelque chose, pour leur montrer que ouais, on est sérieux. Ok, peut-être que notre projet sur le papier, il a l'air un peu fou et il a l'air un peu flou. Je l'entends tout à fait. Mais on va quand même produire quelque chose de tangible que vous allez pouvoir regarder, qu'on va pouvoir montrer pour vous montrer ce qu'on fait, quoi, le projet Mythomen en lui-même. Donc on attaque la pré-production. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait pendant 1 an depuis la dernière fois, depuis qu'on a fini le crowdfunding? On a pré-produit Mythomen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a fini le scénario avec ma co-auteure Élise, la version 4.7c, c'est très précis. Donc on n'a pas fait 47 versions en vrai, hein, mais comme les logiciels, chaque fois qu'on changeait radicalement le scénario, on augmentait d'un chiffre. Et à chaque fois qu'on faisait une correction de faute d'orthographe, on mettait un petit 7. Mon juriste a trouvé 273 fautes d'orthographe dans ce scénario, que j'avais déjà relu 15 fois, que ma co-auteure avait déjà corrigé 3 fois. On est passé de 6 à 7. Donc voilà, on a fini le scénario complet, donc ce qui est quand même une étape, sans avoir d'aide au développement, par ailleurs, entièrement pour notre pomme. C'est l'avantage aussi de cumuler, c'est que le scénario, je l'ai écrit à une époque où j'étais en CDI plein temps, donc je le faisais le soir, donc ça me coûtait rien. J'ai quand même été obligé de me payer. Ce sont mes coproducteurs chéris qui me l'ont dit. Oui, quand on fait un budget, on est obligé de payer les scénaristes. Moi, je pensais qu'en France, on pouvait leur marcher sur la gueule et les écraser, mais il faut quand même un minimum de rémunération. Donc, je me suis auto-flagellé, mais je me suis quand même un peu payé, ainsi que ma co-auteure. On a fait des personnages aussi, donc voilà le travail d'Anthony. Vous avez à peu près les 2/3 des personnages du film. Je crois que c'est Anne aussi qui disait tout à l'heure, on a envie de faire des projets avec 75 000 personnages et tout. Autant ils ont réussi à me faire passer le film de 1h55 à 1h42, mais autant j'ai gardé mes 57 personnages. Ils ont pas tous autant de temps d'écran, hein. Les 10 principaux, on va dire que c'est ceux-là.
avec le héros, sa chérie, le bras droit de la grande méchante, le patron du héros, le némésis de la grande méchante, une journaliste. Je vous les représenterai plus en détail en parlant du casting voix et des comédiens. Et aussi, on a une grande chose qu'on a changé, ce sont les décors. On a fait appel aux talents du Nord, comme quoi il y a des talents, hein. J'espère que ça leur parlera. Et donc on a fait des recherches décors, donc on a une bibliographie des décors qui ont un peu changé depuis la bande-annonce. Parce qu'à l'époque de la bande-annonce, moi j'étais pas très clair sur ce que je voulais exactement comme décor, et on les a produits dans des conditions très resserrées pour maintenir un peu des délais. Donc maintenant on a des super beaux décors et je suis super content. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, voici globalement le même plan entre le trailer et la version quasi finale qui sera présente dans le film. Donc ça nous permet d'avoir des dossiers qui sont quand même un peu plus artistiques, parce qu'on a déjà eu des retours comme quoi l'aspect graphique n'était pas assez plaisant, donc il fallait qu'on revoie un peu notre copie. On a fait tout le storyboard aussi du film. Alors je dis tout, je mens, il manque 3 séquences musicales, puisqu'on parodie un peu les Disney, donc il me fallait des morceaux à la Disney, ce rêve bleu, je rêve de sortir de mon donjon et des trucs comme ça. Donc ces 3 séquences-là n'ont pas été storyboardées parce qu'on vient de recevoir la musique. On a reçu 3 morceaux de musique sur les 4 nécessaires. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le morceau qui est sur la séquence montage. La séquence montage, c'est comme dans Rocky, hein, on prend le héros quand il est tout naze, qui vient de comprendre quel allait être son métier, et on va voir sa progression pour devenir un vrai super-héros. Et il se trouve que j'ai la séquence juste là. Alors, je suis un petit peu comme le réalisateur tout à l'heure. Je vais vous montrer un truc qui n'est pas fini du tout. Imaginez que c'est en couleur, que ça bouge bien, que la musique est finie, c'est juste les bases de la musique, c'est juste la mélodie, ce n'est pas les arrangements finaux. Bon, imaginez-vous que ça vend vraiment du rêve. Et ça dure 2 minutes. Alors le pitch pour la musique, je ne sais pas si on s'en rend bien compte, c'était musique des années 80. Voilà. Alors en plus, la séquence n'est pas du tout montée sur cette musique-là, elle était montée sur la musique temporaire, qui était une musique aussi des années 80. Et une fois qu'on a eu tout le storyboard, la question s'est posée de je vais peut-être pas montrer une animatique à des investisseurs où il n'y a pas de dialogue et il n'y a pas de son. Et on a fait appel à des gens magnifiques qui s'appellent les Pilons. Miroslav Pilon, c'est une société de post-production sonore, comme c'est joliment écrit sous leur logo, qui est située à Lyon. Je vous ai ramené une photo de famille, parce que c'est une famille. Voilà, c'est cette bande de joyeux de rire qui avait fait le son sur le trailer et qui ont accepté de relever le défi de me trouver des voix témoins
pour faire le film. Alors au début, je me suis dit, ok, on va faire des voix témoins. J'avais envoyé un mail. Alors, on va pas pouvoir lire dessus, hein, le but c'est pas le truc, mais c'est de dire, bah, voilà, j'ai tous mes personnages et voilà les voix de référence. Donc le mec, vous voyez, il a un demi-million, mais il demande Mathieu Kassovitz, tu vois, Guillaume Gallienne. Donc j'ai mis des noms de voix connues en disant, bah voilà, il faut que vous me trouviez des comédiens pour faire les 56 personnages. Enfin 58 à l'époque, les 58 personnages avec des voix qui sont un peu cool pour faire des voix témoins. Et j'ai pas de budget. Et là ils m'ont dit mais ouais, pas de problème. Donc ils m'ont trouvé 6 comédiens. Donc Amandine, Damien et Julien, ainsi que Marc, Dany et Laurent. Alors ces visages ne vous disent probablement rien. Sachez que parmi ces visages se cache la voix officielle des lapins crétins, de tous les lapins crétins. Et pour l'avoir vu en doublage, je peux vous dire que c'est vraiment pas facile. Il y a aussi la voix officielle de Mickey. Donc si vous avez des enfants qui regardent des courts-métrages Mickey, la voix officielle de Mickey se cache dans cette diapo. Et donc on a mis 6 comédiens pour faire 60 rôles, donc à peu près 10 rôles par comédien. C'est là que j'ai découvert l'existence des comédiens caméléons, parce que évidemment je suis un gros débutant hein, en producteur et en réalisateur et en scénariste, enfin en tout quoi. Et donc je ne savais pas ce qu'était un comédien caméléon. Et en fait cette séquence de voix témoin a été pour moi un truc super important, parce que ça m'a appris la direction d'acteur. J'avais jamais dirigé de comédien et on n'a pas les moyens de prendre une directrice de plateau. Et donc comme je cumule et que je connais le scénario par cœur et que je suis moi-même le réalisateur, du coup je savais les intentions que je voulais, donc ça aidait vachement. Et surtout, ça m'a permis aussi de poser des voix. Parce que bon, là, je faisais le malin avec Mathieu Kassovitz en mettant des voix. Mais quand les comédiens arrivent et que le comédien arrive et qu'il a 10 voix différentes à faire, sur les personnages principaux, c'est facile. Ah bah alors lui, il a une voix plus comme ça, lui, il a une voix plus comme ça. Super. Et le troisième personnage le plus important, alors là, pas d'idée, donc le temps de voir les comédiens qui font des propositions. Tous les comédiens ne sont pas super à l'aise non plus pour faire un panachage d'une dizaine de voix différentes, parce qu'il y a des limites à la voix. Et je voulais vous mettre un clip. Alors ça, par contre, c'est ma vraie fonte. Mais comme je cumule, du coup, cette semaine, j'étais pour les pick-up des voix. Et donc, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher cette vieille version de l'animatique où il y avait les voix témoins. Donc voilà, je vous ai mis ça à la place. Et donc je vais tout de suite finir sur les voix témoins, parce qu'on a fait les voix def entre-temps. C'était très pratique pour apprendre la direction d'acteur. Rencontrer les comédiens aussi, j'apprenais vachement le jeu avec les comédiens. J'avais fait de l'improvisation théâtrale pendant 10 ans, on avait monté une association avec mon meilleur ami, donc j'avais déjà cette expérience, mais en tout cas avec des comédiens amateurs, dont certains sont devenus professionnels depuis, mais c'est pas la même chose. Et puis il faut supporter mon humour. Ensuite, l'affinage des dialogues, je me suis rendu compte que j'étais un sacré connard, hein, ça change pas, mais je mets que des allitérations dans tous mes dialogues, donc j'ai des phrases qui font 3 km de long avec des tout le temps, donc je peux vous dire qu'ils m'ont un peu détesté, donc ça m'a permis d'affiner. Et autre truc très intéressant, c'est que ça m'a permis de me rendre compte de problèmes d'arc narratif sur les personnages. Parce que c'est tout con, mais pour chacun des comédiens, on a imprimé un PDF où il n'y avait que les dialogues du comédien. Et forcément, quand on enregistre les voix du comédien, quand son personnage il est mal fini, tu t'en rends compte. Et ça fait mal. Et tu dis, je suis en train d'enregistrer des voix témoins sur un scénario pas fini, je suis heureux. Mais du coup, ça permet quand même de se rendre compte de tout un tas de problèmes dans la structure du scénar. Donc ça nous a permis avec ma co-auteure de faire les corrections nécessaires, et puis de travailler les dialogues et tout. Et ça a permis aussi de commencer à monter l'animatique et d'avoir une sorte de simulation de la durée du film, 1h55, pour que tes coproducteurs te disent que c'est trop long. Mais au moins, on savait à peu près la durée que ça faisait. Et on a décidé de faire le casting. Alors ça, c'est le truc cool, parce que tu ouvres IMDb, tu regardes toutes les séries que tu adores, et tu dis « Ah, j'adore ce comédien, j'adore celle-là, j'adore. » Tu fais ton super choix, puisque tu as virtuellement toutes les possibilités, en imaginant que tu n'as pas d'argent. Et on a décidé de le faire si tôt,
parce que notre projet rentre dans aucune case. Donc comme il rentre dans aucune case, on a des problèmes de crédibilité. Et le fait d'avoir des comédiens voix def un peu connus très tôt dans le process de fabrication, ça permet de dire aux producteurs et aux financiers, ben écoutez, on est peut-être des grosses branquignoles, mais il y a cette brochette de comédiens que vous avez certainement déjà vu à la télé, qui nous suit et qui ont accepté, qui font les voix def, et on peut vous montrer ce que ça donne. Donc ça c'est sur la théorie. En pratique, on avait budgétisé 18 000 euros sur notre enveloppe de 500 000. On n'avait pas augmenté l'argent pour les comédiens. 18 000 euros avec... voilà, tu vois, il y avait une petite étoile qui n'est plus du tout au bon endroit. Du coup, ça nique ma slide suivante. Super. Donc, c'est 500 000 euros. C'est 18 000 euros, c'est hors coût d'enregistrement. Évidemment, il faut payer quand même la personne qui va faire l'enregistrement des voix, les défraiements des comédiens, les agents et les différents accessoires comme la rédaction des contrats, parce que bah ouais, un juriste, il te fait un contrat béton, faut le payer, puis on paye au contrat, etc. etc. Donc c'est quand même tout des coûts en plus, et le tout en hors taxe, donc il faut à chaque fois ajouter 20%. Pour vous montrer un peu quelle différence ça peut faire, je vais prendre l'exemple d'un comédien qui prendrait 500 euros. Alors c'est pas le prix des comédiens, mais on va dire que c'est pour faire des chiffres simples, comme dirait Duduf. Si on prend 500 euros brut de base, donc tu dis au comédien, bah voilà, je vais te payer 500 euros, ok, très bien, j'achète. Et que ce comédien a un agent, donc déjà on rajoute 50 balles pour l'agent. On rajoute 145 euros, donc 29% de ce petit cryptogramme DADR. Comme on fait un long métrage de cinéma, eh ben, il faut qu'on achète les droits d'exploitation des voix pour toute forme d'exploitation, donc cinéma. Ce qu'on n'a pas à payer pour les voix maquettes, et quand tu donnes un brut hors taxe, tu n'inclus pas les 29% de DADR qui sont obligatoires, et ça te couvre les droits. En fait, en gros, on a les droits des voix sur 50 ans. Et donc c'est 29% du brut, donc ça fait 145 euros en plus. Comme j'ai pris un acteur lillois pour leur montrer qu'il y avait de la main-d'œuvre à Lille, tu payes un billet d'aller-retour en première, échangeable et remboursable. Parce que tu oublies tout de suite les proms, parce qu'un comédien, ça tourne beaucoup. Ça a beaucoup d'imprévus. Donc quand tu payes ton prom, c'est que tu ne dois pas te le rembourser pour changer parce qu'il y a une avant-première ou qu'il y a eu un jour de truc ou de bidule. Et ben, tu es bien embêté, donc tu payes plein pot. Tu as envie d'avoir les options libres. Tu rajoutes le déj, parce qu'à ce prix-là, il vient toute la journée à Paris. Et puis tu rajoutes rien d'autre pour l'instant. Ça te fait déjà 900 euros. 901. Donc ça fait 400 euros la petite étoile, c'est quand même pas rien, on a presque doublé. Et puis tu rajoutes les 600, j'ai pris 100 euros hors taxe par heure de studio. Ça varie en fonction des studios, mais on va dire que c'est quelque chose qui est à peu près dans l'ordre de grandeur. Ça fait ton comédien, au final, il te coûte 1500 balles sur les 500. Et évidemment, quand tu choisis ton casting, tu dis j'ai 18 000 euros, c'est la fête, je vais prendre tout le monde, et puis tu oublies très vite de faire ça, notamment le coût des DADR que j'ai découvert grâce à mon juriste après avoir casté les comédiens. Mais on a réussi. J'avais peur de débordement justement, donc on avait réduit un tout petit peu l'enveloppe au cas où il y aurait des soucis et au cas où il y aurait des choses à faire, donc on est resté dans notre enveloppe. Mais du coup, comment se calcule le talent? Comment se calcule le talent brut d'un comédien? Il y a deux méthodes. Je vais rentrer. Moi aussi, j'aime bien faire des. Ah, tiens, ça marche plus. Il y a deux méthodes. La méthode forfait et la méthode à la ligne. Bon, alors la méthode forfait, c'est ce qu'on vient de voir. C'est là, je te file 500 euros. Oui, non. Voilà. Et la méthode. Qu'est-ce que c'est que cet ordinateur? Voilà, donc à la journée ou à la demi-journée. Si vous prenez un comédien pour 2 heures et que vous le faites venir de loin, ça c'est non. C'est généralement un comédien qui est plus ou moins connu, on va dire, qui est récurrent dans une série télé. Il ne se déplacera pas à moins d'une demi-journée, donc sachez-le. Donc la méthode à la ligne, en fait, il y a un minimum syndical à la ligne, et une ligne correspond environ à 10 mots. Donc normalement, les logiciels de scénario un peu modernes font le calcul. Si vous n'avez pas de logiciel de scénario moderne qui fait le calcul, achetez Fade-In pour 50 euros. Ce n'est pas open source, mais ce n'est pas par abonnement, et c'est très chouette et il le fait très bien. Et je n'ai pas d'action dans cette entreprise. J'ai déjà suffisamment à faire avec la mienne. Mais en tout cas, ce logiciel m'a sauvé la vie là-dessus. Donc il y a un minimum syndical. J'ai voulu rechercher le minimum syndical, et encore une fois, manque de temps, donc je ne l'ai pas fait, mais sachez que voilà, il y a un minimum syndical à la ligne.
Et pour estimer le coût, en fonction de la notoriété du comédien, on fait un petit facteur devant. Et voilà. Et sachant que nous, la plupart des comédiens ont accepté le minimum syndical à la ligne. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et donc on rajoute bien sûr les 29% pour les droits d'utilisation des voix sur 50 ans. Vraie question, agent ou pas agent ? Alors moi j'appréhende vachement les agents, je les ai vachement appréhendés, pour de vrai. Si tu es agent, arrête cette vidéo maintenant. J'appréhendais vachement les agents. On a en tout et pour tout 2 comédiens qu'on a pris sur agent. Parce qu'on a eu la chance donc, de faire appel à Miroslav Pilon, qui ont un catalogue de comédiens avec qui ils travaillent régulièrement, donc c'est facile d'avoir accès, et c'est eux qui font en gros le rôle d'intermédiaire et d'agent. Et tous les comédiens ne sont pas directement disponibles. Alors l'avantage de l'agent, c'est que tu sais combien ça te coûte, 10%. L'inconvénient, c'est que tu ne sais pas combien de temps ça te coûte, donc beaucoup de temps, parce que l'agent fait son métier, il est hyper tatillon sur les contrats. Et pour vous donner un exemple très concret, pendant que j'étais avec le comédien en train d'enregistrer sa prestation en studio à Lyon, j'avais mon juriste qui dealait avec l'agent qui me disait « Seb, j'ai besoin de savoir quelle va être la taille de la police de caractère du nom du comédien dans le générique final, c'est pas une blague, ainsi que sa position sur l'affiche. J'ai besoin de savoir s'il sera au-dessus ou en dessous du titre, et j'ai besoin de savoir sa position. » Et quand ton film n'est pas fait et que tu es en train d'enregistrer les comédiens et que tu n'as pas ton budget, c'est vraiment des questions auxquelles tu n'en as rien à foutre. Mais l'agent, on a aussi rien à foutre que tu n'en aies rien à foutre de cette question, il lui faut une réponse. Donc c'est voilà, c'est des petits points de détail, et il y a plein de points de détail que mon juriste a géré à ma place. Avec nos 18 000 petits euros, on a essayé de faire un casting. Donc c'est une liste non exhaustive. Elle est presque exhaustive. C'est juste que je n'avais pas les photos de tout le monde et qu'on a encore 2-3 caméos dont on attend la confirmation. Et j'ai du texte qui superpose parce que t'as pas la fonte, mon loulou. Ça va faire ça sur toutes mes slides comédiens. Alors, on a Sébastien Abdelhamid Godelu qui joue Édouard, donc qui joue notre héros Seb Abdelhamid, vous l'avez peut-être déjà vu. Sur France 4, dans On n'est pas des pigeons, c'est lui qui jouait le rôle de l'emmerdeur. Et il est en ce moment journaliste au Gros Journal de Mouloud Achour, tous les soirs sur Canal. Et qui a été une crème, qui a été incroyable sur cet enregistrement. On parlait tout à l'heure de valeurs et de chaînes de valeurs, et tu disais effectivement, Duf, et je reviendrai un peu là-dessus, sur le fait que c'est pas parce qu'on choisit un système d'entreprise qu'on forcément on est un salon. Il peut y avoir de la démocratie dans une SARL, tout comme il y a de la démocratie dans une COP, et en fait, j'avais cette appréhension, c'est des gens que je ne connaissais pas, d'avoir des comédiens avec la grosse tête et tout ça. Et on a énormément de chance d'avoir des comédiens comme Seb, qui sont super généreux et dans leur jeu et dans leur temps, mais aussi de présenter des gens et de t'intégrer un peu dans leur famille et dans leur univers à eux. Et en fait, c'est tout con, mais rencontrer des gens comme ça redonne un peu foi quand tu es au milieu des refus ou des chaînes qui ne comprennent pas, ou des gens qui sont... Parce que le côté producteur, tu gères qu'avec des gens très financiers, très terre-à-terre. Si tu n'as pas ton retour sur investissement avec ton business plan sur 2 semaines, oh là là, c'est la fin du monde. Et avoir des comédiens qui comprennent l'enjeu artistique, qui kiffent le projet et qui, du coup, t'intègrent un peu dans leur univers et dans leur famille, c'est vraiment quelque chose de génial. Et c'est aussi pour ça que je suis hyper content d'avoir un budget limité, de ne pas faire appel à une directrice de plateau, parce que dans les vrais films, il y a une directrice de plateau qui est là pour gérer les comédiens, c'est quand même pas au réel de faire ça, et encore moins un producteur. Donc si jamais vous avez la possibilité de travailler directement avec les comédiens, et que vous avez la chance de ne pas tomber sur un comédien qui a un melon énorme, je vous recommande de le faire, c'est vraiment une expérience galvanisante. On a aussi Blandine Bellavoir, alors qui est plus connue dans le Nord parce qu'elle passe la moitié de son année ici à Lille à tourner Les Petits Meurtres d'Agatha Christie sur France 2. Et qu'on a eu la chance d'avoir entre 2 épisodes d'Agatha Christie. Et donc pareil aussi, un univers débordant. Et Philippe Duclos qui joue dans Engrenage sur Canal et qui est... j'ai toujours voulu que ce soit lui. Et c'est le genre de truc où tu te dis, ce mec, il est inabordable, je ne l'aurais pas. Et puis je me suis rendu compte qu'il avait le même agent que Blandine. Et l'agent de Blandine, Blandine avait déjà répondu. Donc je me suis dit, tiens, c'est un agent qui transmet les dossiers. Je suis à bord de budget, je ne sais pas combien ça va me coûter, mais allez, banco, je le contacte. Et
et je regrette pas de l'avoir fait. C'est toujours un moment un peu magique quand tu rencontres la personne à qui tu as pensé depuis le début pour ton personnage. Et c'est un des rares comédiens à qui j'avais pensé depuis le début. Quand j'écrivais, il y a encore 6 ans, il y a 6 ans de ça, donc quand j'écrivais, j'avais vraiment pensé à lui, j'avais vraiment sa voix. D'ailleurs, le design lui ressemble un petit peu, j'avais fait un personnage qui lui ressemblait un petit peu. Et Anthony a fait ce design de personnage avant de savoir que ça serait lui. Je lui avais même pas donné cette référence-là. Donc c'est pour dire que ça se sentait dans le personnage que j'avais écrit qu'il y avait une espèce d'énergie entre les deux. Et c'est un homme d'une gentillesse extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui s'est intéressé au projet. Et en fait, dans tous les comédiens, quand on envoie un scénario, on ne sait jamais s'ils le lisent, s'ils ne le lisent pas. J'ai des comédiens qui m'ont répondu tout de suite oui, mais qui ne l'ont pas lu. Des comédiens qui m'ont appelé pour me poser des questions. Et Philippe a fait un truc que je trouve assez exceptionnel. On allait boire un coup et il m'a demandé de lui raconter la vie de ce personnage. Donc je lui raconte la vie de ce personnage, machin, ok, très bien. Je lui envoie le scénar papier pour qu'il puisse prendre des notes. Il m'a renvoyé un mail en me disant « Je crois que dans la backstory de ton personnage, tu m'avais raconté qu'il était ci et ça, mais je pense que s'il est effectivement ci et ça risque de poser problème sur la réaction qu'il va avoir dans telle scène, parce que ça va à l'encontre de la vision du monde qu'il pourrait avoir. » Et là, tu te retrouves vraiment comme un con. Parce que tu le connais par cœur, ton personnage. Et il a trouvé la faille. Et c'est génial parce que du coup, il a fallu que je la fixe, la faille. Je vais dire, non, tu avais très bien compris, mais en fait, c'est moi qui me suis mal exprimé parce qu'en fait, il n'est pas ci, ça, mais il est ça, si. Et donc, du coup, et puis tu retombes sur tes pattes et tout. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est juste une voix, quoi. C'est juste un petit projet indépendant d'animation, voilà, un petit truc. Et d'avoir des gens qui s'engagent à ce niveau-là d'engagement, c'est con comme phrase, mais voilà, je trouve pas mes mots. Je blâme ça sur la fonte qui est pas bonne. C'est vraiment encourageant. Et en fait, c'est un des trucs. Quelqu'un parlait tout à l'heure. J'ai oublié le nom du jeune réalisateur du court métrage. Je suis super désolé. Thomas disait qu'effectivement c'est dur quand ça fait 3 ans que tu es dans la tête dans ton projet et que quand tu le montres et les gens te disent c'est bien, mais tu sais pas s'ils le pensent vraiment aussi parce que tu le montres au début à ta famille, à tes amis et puis les gens sont là pour te soutenir. Mais quand tu as un mec qui est totalement extérieur que j'avais jamais rencontré avant, qui kiffe ton projet, qui te le dit et qui te remonte des points de détail à ce niveau-là de lecture, tu sens que tu touches quelque chose et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, il y a ça. C'est ce qui s'est passé avec la plupart des comédiens, parce que la plupart ont lu le scénario et la façon dont aussi les enregistrements sont passés, l'ambiance bon enfant et tout. C'est quelque chose de super important, parce que Mythomen, ça fait 10 ans que je le porte, pas sous cette forme-là. Ça fait vraiment 3 ans que je le porte réellement, et ça fait 1 an et demi bientôt qu'on a monté la boîte de prod pour le fabriquer. Et c'est important d'avoir des étapes comme ça, où il y a quelqu'un de totalement extérieur, qui vient te faire un retour pro et carré sur ce que tu as fait. Et c'est tout con, mais ça aide vachement. Parce que même si maintenant j'ai des coproducteurs et que je peux les appeler au milieu de la nuit si j'ai un doute ou quoi aux caisses, sur la durée du film par exemple, du coup, c'est important quand on est seul d'avoir ce genre de retour. On a Joëlle Sevilla. La maman d'Arthur, la belle maman d'Arthur dans Kaamelott. Vous allez voir qu'on a beaucoup de comédiens de Kaamelott, parce que Miroslav Pilon a été créé il y a 28 ans par Franck Pittiot, qui est Perceval dans Kaamelott, et que donc du coup, tous ces comédiens-là sont des comédiens lyonnais, et on a voulu faire à Lyon les voix, et que donc du coup on a eu accès grâce à leur gentillesse, et encore une fois, parce qu'ils ont trouvé le projet pertinent, parce qu'ils ne s'engagent pas à présenter des comédiens s'ils ne trouvent pas le projet pertinent, ça aussi ça rassure. Quand quelqu'un que tu contactes au début comme un prestataire et qui devient une partie intégrante de ton projet, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, et ça aussi, ça rassure et ça tisse des liens. Et c'est pareil quand on parlait des rencontres, c'est quelque chose qui est hyper important de se sentir soutenu, et voilà. Julien, qui aussi joue dans Kaamelott, et il fait les voix, c'est lui qui faisait la voix dans le trailer, il a une voix super grave. Et je peux pas vous montrer l'exemple parce que je l'ai pas. Mais il joue Jean-Denis, donc c'est un personnage qui hurle tout le temps. Il est addict à la caféine, il a des perfs de caféine, et c'est un personnage qui hurle tout le temps. Il a perdu sa voix pendant 3 jours après nos enregistrements. Et il a ce truc qui est incroyable. C'est je lui dis, tu vois ton personnage, je voudrais que tu me fasses une voix un peu comme Batman quand il devient Batman. Je voudrais que tu me le fasses à la Batman, mais avec un accent mexicain. Le mec, il te sort ça n'a aucun sens, c'est génial.
mais du coup, c'est magique. On a François Rollin aussi, que j'appréhendais énormément parce que c'est un de mes idoles. Il était aussi dans Kaamelott, mais je l'ai connu avant, j'avais contacté. J'avais déjà essayé de le contacter avant, et pareil, un homme de théâtre et de lettres. Et je peux vous dire que parce qu'il écrit des bouquins sur les mots perdus de la France. C'est un littéraire absolu. Quand on voit ton scénar, où tu es content d'avoir passé un week-end à checker tous les mots dans le dico en disant « Tiens, je vais placer un petit mot qui fait bien là, un petit mot qui fait bien là », je peux dire que tu flippes bien ta race d'avoir sa réaction. Puis quand, à 23h30, tu as un mail qui dit « Ah ouais, ok, ça m'intéresse », t'es content. Ça rassure un petit peu. Jean-Christophe aussi, qui nous fait le mentor du héros, avec sa belle voix grave. On a eu Benoît Alman. Alors je ne regarde pas beaucoup de films en VF, mais mon enfance a été marquée par la voix de ce monsieur, puisqu'il fait la voix de Morgan Freeman, ainsi que la voix officielle du Père Noël. Donc si vous avez des enfants qui appellent le Père Noël, c'est ce monsieur. Donc je peux honnêtement dire que je me suis assis sur le même canapé que le Père Noël. C'est un peu classe. Il a commencé à doubler en 1960. Mes parents avaient 6 ans. Il est né en 1937. Il a une patate de malade. Et puis bon, il dit bonjour, déjà tu as des frissons tellement ça comme ça. On va l'entendre un petit peu tout à l'heure dans un extrait que je vous montrerai après. Et pareil, d'une gentillesse incroyable. On a Jacques Chambon qui joue Merlin aussi dans Kaamelott. Alors moi je ne connaissais que Merlin dans Kaamelott, et il y a un truc que je me suis imposé à faire et que je vous recommande si vous allez travailler avec des comédiens, c'est tous ces comédiens font du théâtre. Ils font tous du théâtre, et j'ai essayé d'aller voir un maximum de pièces dans lesquelles ils jouent, dans des pièces qu'ils ont écrites. Et c'est incroyable de découvrir les univers différents. Et il a un univers satirique, il a un spectacle satirique qui est assez incroyable et qui a complètement transformé l'écriture que j'ai fait du personnage qu'il avait. J'avais fait un truc un peu... je pensais que j'étais un peu borderline. Je suis allé voir un spectacle qu'il a coécrit. Je me suis dit que j'étais petite bite. Donc du coup, j'ai pu remettre un petit coup de boost. C'est toujours difficile de l'appréhender, de faire dire. On a fait dire des horreurs à tous ces comédiens. Benoît Alman a dit des horreurs, c'est incroyable. Mais c'est toujours flippant d'avoir une vanne extrême qui est totalement second degré. Mais tu sais, la personne, elle te connaît pas, donc tu sais pas si tu vas être second degré. Et c'est ce que disait. Ce matin Cédric, l'humour c'est vraiment très difficile et il faut arriver à maîtriser et à bien faire la balance. Du coup c'est pas facile. Et Amandine aussi qui, alors elle est magique. Elle est magique, et en plus à côté de ça elle possède un théâtre, donc elle écrit des spectacles. Je suis allé voir un spectacle qu'elle jouait justement avec Merlin, avec Jacques, avec une énergie débordante, une qualité d'écriture, et j'étais très heureux de découvrir tout ça, tout leur univers à eux, pour pouvoir l'intégrer un petit peu dans leur personnage et travailler l'écriture là-dessus pour avoir un tout un peu plus cohérent. Je vous montre cette dernière slide. Alors c'est pas la plus belle, mais on a à peu près, il manque 4 ou 5 comédiens, mais on a aussi les autres comédiens. Alors, je vais pas faire 2 heures de présentation malheureusement. Amis comédiens, je suis désolé si je ne vous ai pas présenté, parce que je vois ça fait déjà 59 minutes que je parle, j'ai mal à la gorge, et vous devez bien vous faire chier en plus. Donc voilà, donc on a aussi Serge Papagali qui joue un des paysans dans Kaamelott, d'une générosité. Ça fait 50 ans qu'il fait du théâtre, c'était la première fois qu'il jouait une civette et une tortue. On les a utilisés à fond, nos comédiens. Voilà, on a Franck donc, qui joue Perceval, on a aussi Nicolas Gabion. Pareil, je lui dis, tu peux pas venir juste 1 minute? Il devait passer au studio son, il est rentré, je lui dis, voilà, ça c'est 3 lignes. Il a fait ces 3 lignes, nickel du premier coup. Tu sens que les mecs, ils ont l'habitude de faire de la voix et de faire ce truc. Je dis, j'adorerais parler plus longtemps avec toi, mais je sais que t'as pas le temps, mais on se reverra d'autres jours. Il fait, ouais, pas de problème, tu m'appelles et tout. Il est reparti. Et c'est aussi ça l'avantage de faire appel à un studio son, parce que j'aurais pu effectivement faire les voix maquettes chez moi ou enregistrer des trucs chez moi et tout. C'est que quand ils ont eux-mêmes une famille et des comédiens avec qui ils ont l'habitude de travailler et tout, ça permet ce genre de choses. Je reprends l'exemple de Nicolas Gabion, il n'était pas du tout prévu au casting, mais j'avais cette petite voix pour ce petit personnage qui a été coupé parce qu'on m'a demandé de raccourcir le film. Mais il y a quand même encore une réplique que j'ai réussi à sauver. Mais faut pas le dire.
Mais voilà, c'est le genre de truc, c'est totalement improbable. Mais il se trouve que voilà, ils font des choses ensemble. Il est là, bam, il vient en studio. Ton juriste te fait un contrat dans la minute, paf, paf, paf. Tu le reçois, tu lui fais signer, c'est nickel, emballé, c'est pesé. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial quand tu rentres dans cette famille et dans cet univers, d'avoir des gens dont c'est le métier et qui peuvent t'aider et sur le cast de ton film. Mais aussi pour s'occuper du planning, parce que caler 21 comédiens sur 5 jours, j'aime autant vous dire que je suis très heureux de ne pas m'en être occupé. La complexité était qu'on voulait que les comédiens principaux puissent se donner la réplique directement. Donc c'est setup avec 2 micros, donc il faut les faire venir en même temps, mais tout le monde joue ici ou là, donc c'était assez compliqué à gérer. Plus tous les personnages secondaires, on a essayé autant que faire se peut de les faire jouer en même temps, mais on ne pouvait pas toujours. Mais on a battu le record du nombre de gens dans le studio sur le jeudi après-midi, qui était notre heure de rush, où les comédiens sont tous arrivés en même temps alors qu'ils étaient étalés dans l'après-midi. Et ça met le stress parce que tu dis, putain, ces mecs, ils vont attendre. On leur a dit de venir à 15h30, il vient à 14h, très bien. Mais tu as quand même un comédien qui a un petit statut de célébrité quand même, qui est à côté de toi, qui regarde ce que tu fais pendant 1h30. Et toi, tu dis, oh putain, et là, je vais avoir 5 minutes de retard parce que j'ai pas fini les prises avec l'autre. Oh putain, et là, je vais avoir 5 minutes de trucs. Et ben, ça fout un peu la pression. Mais au moins, t'as pas géré tout le planning. Petit pense-bête, si vous enregistrez des comédiens, que j'ai découvert, évidemment, le jour de l'enregistrement, ne pas agrafer ou relier le scénario. Ah, c'est con, mais quand une réplique, elle est sur 2 pages, t'as pas envie d'entendre le de la page qui tourne. Donc le mec va déchirer la page, les mettre à côté. Agrafer, c'est pareil. Moi, je me suis dit, on va tous bien les agrafer, ça va être cool. Ben, c'est très très con, donc ne le faites pas. Extraire toutes les scènes personnage par personnage. Fade in Pro, dont j'ai vanté le mérite tout à l'heure, le fait. J'imagine que Final Draft ou les autres le font. Je recommande de le faire avant les enregistrements, juste pour pouvoir lire juste la vie du personnage de A à Z. C'est plus écologique déjà, parce que quand tu as 25 comédiens, et si c'est 25 fois 100 pages, ça commence à faire beaucoup de papier, et c'est lourd à transporter. Ne pas oublier de numéroter les dialogues. Voilà, ça c'est dit. Ne pas oublier les réacs et les voilà, tous les petits et ne pas oublier de demander aux comédiens de vous mimer comment on embrasse au cinéma vocal, parce que c'est très très drôle. Avoir une version numérique zoomable, c'est très con, mais ça peut sauver un comédien qui aurait oublié ses lunettes, par exemple. Ou parce qu'on est dans une semi-pénombre comme ça, parfois ça peut être très chiant de lire le scénar, donc avoir une tablette où on peut zoomer, c'est un plus non négligeable, et ça nous a bien sauvés aussi. Les trains sont en retard aussi, bon bah ça arrive. Je vous recommande d'ailleurs pour les trains en retard d'utiliser IDCAB, qui est le service de la SNCF, parce que les taxis sont tenus d'attendre toute la durée du retard du train. Astuce. Les voix, ça se fatigue. Ne pas commencer par les scènes de hurlement. C'est con, mais on n'y pense pas toujours. Et le cumul, c'est une stratégie de loser. Donc je le redis, c'est voilà, le jeudi où on avait tous les comédiens. Il a fallu que je gère les taxis, suite au déboire de la SNCF. Donc gérer les taxis, gérer les agents pour ces histoires de taille de police de caractère. Heureusement qu'ils n'ont pas eu affaire à toi, parce que là tu leur as niqué tout leur taille et tout en n'ayant pas la bonne fonte, mec. Va falloir se professionnaliser un petit peu, hein, monsieur Rainbox. Voilà, et du coup avoir la chance d'avoir une co-auteure qui a donné des cours de théâtre, qui a fait 10 ans de théâtre, qui donc a dirigé tous les comédiens. Donc j'ai pu faire mon vrai rôle que de réalisateur, de poser mes fesses dans le dire oui, celle-là elle est bonne, celle-là elle est pas bonne. Donc voilà, là c'est à ce moment-là où on se rend compte que le cumul peut être problématique. Ça reste épidermique comme problème, mais n'empêche que ça aide d'être soutenu et d'avoir une petite équipe autour de soi. Et ensuite on monte l'animatique. On monte l'animatique et donc on est super content parce que les premières scènes, il y a plein de dialogues, c'est cool. Puis après, tu as toute une séquence de 4 minutes où il n'y a pas de dialogue, et puis après, tu as des dialogues. Et donc, tu es content, tu mates ton animatique, c'est génial. Tu te fais chier parce qu'il n'y a rien du tout, et c'est re-génial. Et pour timer, et tout le problème étant de timer, il a fallu faire du bruitage. Et donc, j'ai fait comme ce que beaucoup font. J'ai chopé des sons sur Internet que j'ai monté moi-même sur, donc à la base 1h55 de film, dans Première,
Donc c'est long, c'est chiant. Et ma connaissance du mix son se termine à « alors je vais rajouter 2 dB ou je vais en enlever 3 ?» Donc je pense que Thomas, ça doit te parler un petit peu cette problématique. Hein. Je me suis beaucoup reconnu dans ton témoignage tout à l'heure. Mais alors c'est génial parce que ça permet de bien timer correctement les trucs. Mais l'optique de notre animatique est de convaincre des producteurs et des distributeurs et des chaînes de télé et tout. Et donc je voulais absolument avoir un vrai montage, un vrai pré-montage son fait par un vrai monteur son, donc chez les Pilons. Et donc on a choisi 4 séquences qu'on va pré-bruiter. Comme ça, quand j'irai en rendez-vous, je pourrais dire si vous voulez mater toute l'animatique et vous paléchez les 1h40 de film, faites-le. Mais si vous voulez juste avoir des intentions sur le son, qu'est-ce qu'on va vouloir faire et tout, regardez juste ces 4 séquences. Je vais vous en montrer une. Je crois que ça dure 3 minutes. C'est temporaire, hein, comme toujours. Et ça se lance pas. De nos jours, Allô? Tu as envie de vivre? Nous sommes Légion. Nous ne t'oublions pas. Attends-nous! Le sang va couler ce soir, mais pas pour moi. brisez les règles. Reprenez possession de votre corps avec les nouveaux tampons actifs. Tampon Pidou. Tampon Pidou-Pou. Cela vous fera un total arrondi de 133 €, s'il vous plaît. Veuillez nous excuser un instant. Monsieur Abdal Beaulieu, comment se passe votre journée? Très bien, monsieur. Parfait. Je vous présente monsieur de bonne famille qui va vous remplacer à compter de... maintenant. Mais vous voulez que j'aille en rayon en attendant? Vous vous méprenez, mon cher Abdal Beaulieu. C'était une façon courtoise de vous faire comprendre que vous ne faites plus partie de cette entreprise. Mais Ne compliquez pas la situation, mon petit Abdal. Félix Hubert a un doctorat de psychologie cognitive et un master de programmation neurolinguistique. Il sera donc bien plus à même de faire votre job. monsieur, c'est... Le job de votre vie? Oui, je sais. Mais ne commencez pas à en faire une histoire personnelle avec vos sempiternelles excuses idiotisantes. Respectez-vous. Partez. Bien, monsieur. Voilà qui est raisonnable. Excusez-moi, Abdal. Que faites-vous exactement? Bah, je rentre chez moi, monsieur. Et vous comptiez subtiliser notre tenue officielle? Hein? Monsieur, veuillez rendre immédiatement votre tenue de travail, sans quoi je serai obligé de faire appel à la sécurité. Pardon? Vous pouvez déguerpir maintenant. Votre manque de décence importune mes clients. Événement demi-môle. Retrouvez Neil deGrasse Tyson en dédicace et en exclusivité pour la sortie de son nouvel aspirateur, le Mike Dyson. Rendez-vous dès demain dans l'espace forum de votre magasin Superstore. Demi-môle, le shopping sans bémol. Le nouveau téléphone Pinapple arrive prochainement en exclusivité dans votre centre commercial Demi-môle. Contrôle aléatoire de sécurité au faciès. Veuillez nous suivre, sans esclandre. Videz vos poches, s'il vous plaît. On va devoir procéder à un examen protocolaire. Et donc voilà, et donc on a fait quelques séquences comme ça pour habiller, donc c'est pas mixé, donc voilà, mais ça permet d'avoir une vraie ambiance son, plus que mes pauvres... J'aurais dû mettre aussi une séquence avec mes pauvres MP3 et fichiers Wave que j'ai eu sur freesound.org ou sur des bibliothèques récupérées légalement. On l'a pas dit. Qui tourne un peu partout. Donc voilà, donc, ce qui est génial, alors je n'ai pas de part dans l'entreprise Miroslav Pilon, sachez-le, mais c'est l'exemple même de ce pourquoi,
Je pense que Rainbox fait ce métier, et pourquoi je le fais, même si je suis encore une fois un capitaliste parce que j'ai pas une COP, c'est de rencontrer des gens qui à la base sont censés être tes prestataires, donc tu es censé vraiment traiter comme de la merde et pas de leur donner d'argent, et de les fouetter et de leur demander plus. Mais tu rencontres des gens qui partagent justement ces valeurs en commun. Et ce que font les pilons, et c'est pour ça que j'ai la flemme de retourner dans les slides avant pour retrouver la photo. Ce qui est génial, c'est qu'ils fonctionnent un peu de manière familiale aussi. Et à partir du moment où tu rentres dans la famille, c'est vraiment génial. Et c'est exactement la même chose que je retrouve chez Rainbox quand on a décidé de coproduire le film. C'est-à-dire que, voilà, même si on n'a pas, par exemple, forcément la même structure entrepreneuriale, on se retrouve sur les mêmes fondamentaux, qui est le respect de l'humain et mettre l'artiste au centre d'intérêt et au centre du travail, quoi. Enfin, on développe des outils pour simplifier la vie de l'artiste. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une petite équipe pour que chaque artiste se sente plus heureux déjà et responsable de ce qu'il fait. Par exemple, je prends l'exemple d'Anthony, qui a fait le storyboard, qui a fait le design des personnages et qui va faire la dire d'anime. Le storyboard... Enfin, il m'a demandé, est-ce que je peux faire j'ai envie d'apprendre le storyboard, est-ce que je peux faire du storyboard? Bah ouais, allez, faisons du storyboard. Sachant qu'il est animateur, il a fait les chara-design pour l'anime et tout, allez demander à quelqu'un qui travaille chez MacGuff sur les Minions 12 s'il a le même degré de liberté et d'épanouissement au sein d'un projet en dessinant le petit mignon qu'on voit de 2 pixels sur des films en 2K. Et on le fera en 4K. Oui, je te regarde toi derrière là. Payer un peu au lance-pierre et avec des pressions de fou. Et donc on s'est retrouvé là-dessus et voilà, et rencontrer des gens c'est un métier que je ne connais absolument pas, le son, et qui te tendent les bras et qui t'amènent dans cet univers et qui te permettent de tester des trucs, de découvrir des choses, qui te ramènent. Ils nous ont ramené sur tous les comédiens. J'ai la chance d'avoir sur les 25 au total, ils en auront ramené 20. C'est-à-dire que moi, je me suis occupé que de 5 comédiens. Et quand on est une petite boîte et que il faut envoyer 250 mails pour avoir des comédiens et que les gens ne te répondent pas et tout, avoir quelqu'un qui dit écoute, moi je kiffe ton projet, je vais voir dans mon réseau, voir qui je peux t'apporter et qui correspond à tes besoins, c'est quand même quelque chose de vraiment incroyable. Et donc voilà, ça fait partie des choses qui, quand on est seul depuis de longues années sur son projet et qu'on se prend des tartes dans la gueule à longueur de journée parce que on n'est pas dans une case, parce qu'on a un budget qui est un peu hétéroclite, parce que on fait les choses un peu en France, oh là là, et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls à partager ces valeurs du fait maison, quoi. Et pas du fait maison parisien où ils rajoutent juste de la chantilly sur ta tartelette décongelée et qui te disent mais oui, c'est le chef qui l'a cuisiné. Et donc pendant qu'on faisait tout ça, il y a une composante importante dans la prod d'animation, c'est la gestion des bugs et des plantages. Donc là, c'est Première qui n'est pas content parce que je fais des masques partout. C'est pas fait pour masquer, Première, mais et c'est cette relation qu'on a avec Adobe. Donc, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a deux types de relations. Il y a la relation des équipes marketing qui n'en ont rien à foutre. Et en plus, les équipes marketing France ne sont même pas habilitées à s'occuper de ce genre de choses. C'est Adobe US qui gère et machin. Mais la dévotion et l'amour qu'ont les fabricants, les développeurs d'After Effects et de Premiere pour venir t'aider, te débloquer, et quand tu leur envoies des bug reports un peu circonstanciés, c'est cool. Parce que tu sais que tu n'es pas tout seul devant ton logiciel et qu'il y a quelqu'un qui va t'aider. C'est pas aussi confort que par exemple un logiciel libre où il y a un bug et il y a un mec de la communauté qui va pouvoir pousser un fixe en 2 heures et tu as ta nouvelle version de FFmpeg qui encode bien ton H264 pour que ça soit compliant avec la norme Blu-ray, blablabla. Mais n'empêche que ce sont des gens, les développeurs directs, ce sont des gens qu'on peut aborder facilement, avec qui on peut discuter facilement et qui sont vraiment à l'écoute et qui aident le cas échéant. Et c'est important quand, par exemple, ton logiciel de scénario, l'ancienne version ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, et la nouvelle version ne fonctionne pas non plus, et que tu dois écrire des dialogues pour tes comédiens parce que tu fais des pick-up voix la semaine. Tu es content d'avoir les développeurs pour te donner un petit coup de main. Et on parlait tout à l'heure de la magie du cloud. C'est une capture d'écran faite ce matin avec le Creative Cloud.
on a accès à tout un tas de polices de caractère. Décidément, ça va être ma marotte de cette présentation. Et ces polices de caractère, si vous ne lancez pas la petite application desktop Creative Cloud qui ne sert à rien, eh ben, il perd le licensing de ces fontes. Donc j'ouvre mon joli fichier InDesign pour faire une petite capture pour mettre dans ma présentation chérie. Et il me dit que j'ai pas les fontes. Mais je suis dans le train. Donc je lance Creative Cloud et il me dit qu'il n'y a pas accès à Internet. Donc j'ai pas mes fontes, qui sont sur mon ordinateur, mais qui n'ont plus la licence. Donc voilà, les joies du cloud, et j'aime me plaindre. J'aime me plaindre, ça c'est vrai. Si vous checkez mon compte Twitter, @yenaf, vous verrez que c'est souvent moi qui me plains de Colissimo, de SNCF, de Framio, de tout ça. J'aime me plaindre, mais au travers de cette année, j'ai réussi à me faire un peu philosophe et à trouver qu'est-ce qui fait que le projet avance bien et ce vers quoi on veut aller et ce vers quoi on ne veut pas aller. Cette maxime, qui du coup a toute sa mise en page est pétée, cette maxime, c'est ne pas travailler avec des connards. On est tous le connard de quelqu'un d'autre. Alors il faut que je fasse la définition d'un connard. Un connard, c'est une personne qui a une vue opposée sur les valeurs de base. Je vais reprendre l'exemple que tu disais entre la SARL et la COP. On a monté 2 structures d'entreprises différentes. On pourrait dire que je suis macroniste, que je suis pour les licornes, et vive le $1 milliard et que je veux faire de l'argent. C'est probable. Et DUF veut faire rayonner l'animation et partager ses outils. On pourrait dire que on n'a pas le même point de vue, donc je suis le connard de DUF et DUF est mon connard. Mélenchoniste. Sauf qu'on se retrouve sur le socle commun de dire on veut mettre l'humain en avant. Et c'est ça, quand je dis ne pas travailler des connards. C'est-à-dire que cette phrase m'a coûté 1 million d'euros. Et je ne mens pas, j'ai rencontré des gens qui étaient prêts à mettre 1 million d'euros dans le film. Il y avait quelques contraintes forcément liées à tout ça, de délai, de trucs et tout ça, qu'on était en train de discuter. J'avais présenté ces personnes à une partie de l'équipe, pour vous dire à quel point on avait quand même un petit peu avancé. Et les personnes qui montaient le projet, qui auraient financé Mythomène, sont des entrepreneurs, et donc ils n'ont aucune connaissance spécialement en production, donc ils ont dit, voilà, notre associé qui s'occupe de la production, c'est un tel. Et donc je fais différentes réunions avec ce un tel, et il me dit cette phrase qui pour moi est importante. Il a dit « Il n'y a aucune valeur dans la fabrication de l'image. Seul compte la propriété intellectuelle. » Et quand tu viens de passer 3/4 d'heure à lui expliquer que ce qui est important pour toi, c'est l'humain, tu as l'impression de te dire « Je crois qu'il n'a pas tout compris. » Cette personne est une personne très sympathique au demeurant. Son business fait sens, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais juste, on n'est fondamentalement pas d'accord sur la façon de fabriquer. Et c'est ce que j'appelle ne pas travailler avec des connards. C'est-à-dire qu'à un moment, je lui ai dit, non, je suis désolé, je ne me sens pas à l'aise de travailler avec toi parce que j'ai pas envie que ça soit des enfants nord-coréens qui fassent mon film. J'ai envie que les gens s'épanouissent à le faire, qu'ils soient heureux. Quand bien même je serais le seul Dieu unique et que je les fouetterais avec mon côté capitaliste. Mais en tout cas, s'il y a un truc à retenir de cette 1h21 et 3 secondes que je parle et que je blablate et que je dis des bêtises, c'est ne pas travailler des connards. Et quand on a rencontré Miroslav Pilon, le courant est tout de suite passé, et ça se passe super bien, et on a les mêmes valeurs, et ça se passe bien. Rainbox, c'est la même chose, ça se passe bien. C'est sûr, on n'est pas d'accord sur le fait d'avoir un personnage de ch'ti qui parle avec l'accent du Sud, mais on est d'accord sur le fait que la personne qui fera ça, ou ne le fera pas, sera traitée humainement. Et il y a un dernier point avant de rendre l'antenne, qui est un peu une sorte de théorie du bonheur professionnel. C'est super pompeux, mais comme on est dans l'instant philosophie, pour que vous partiez quand même avec un bon souvenir de ma gueule, voici les 4 composantes primordiales pour réussir un projet lourd ou moins lourd sur le long terme. La première, c'est l'effort. Premier quart. Le deuxième quart, c'est l'effort. Vous le sentez l'arnaque un peu ? Le troisième quart, c'est l'effort. Et le dernier quart, c'est l'effort. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne lâchent pas l'affaire. On ne lâche rien. Oups,
Non. Si tu es de ces gens-là, coupe maintenant. Sauf que nous ne sommes pas tous égaux devant cet effort. Et il y a des cheat codes. Et je vais vous donner les cheat codes à chaque fois sur le quart. Il faut imaginer qu'en fait, à chaque quart, il faut redoubler de travail. Donc c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez 2 cheat codes, c'est pas la moitié d'effort que vous allez faire, c'est un quart plus une moitié, donc déjà 3 quarts d'effort. Il faut imaginer que c'est exponentiel. Le premier, c'est si vous êtes un homme blanc. Ça aide vachement. C'est tout con, mais on va jamais. C'est le mode par défaut, hein, c'est le settings par défaut de l'univers occidental, c'est l'homme blanc. Donc on va pas vous demander si vous allez tomber enceinte pendant la production. On va pas vous demander si vous allez rapatrier tous les enfants qui sont restés au bled parce que vous êtes un petit peu basané. On va jamais remettre en cause votre intégrité de personne et vous poser des questions là-dessus. Le financier, le banquier, le producteur vous posera toujours des questions sur la viabilité du projet, mais vous serez uniquement jugé sur la viabilité du projet et non pas sur qui vous êtes. Et c'est quand même un putain d'avantage. Deuxième avantage, vous êtes cisgenre hétéro. Donc cisgenre, c'est l'inverse de transgenre, donc vous n'avez pas changé de sexe, et en plus vous êtes hétéro. Alors là, encore une fois, c'est banco, parce qu'on ne vous remettra jamais... Vous n'avez pas une crête, vous n'avez pas un machin, vous n'avez pas un truc. On ne remettra jamais en cause qui vous êtes. On remettra en cause votre projet, mais jamais en cause qui vous êtes. Encore une fois, c'est le mode settings de base. Le troisième, c'est avoir un nom de souche. C'est un peu une des thématiques du film, d'ailleurs. Voilà, je m'appelle Perrier, j'ai un nom qui porte bien, donc c'est cool. Et on va pas me demander si je vends du shit, ou si je vole des mobylettes, ou même me proposer des rôles de voleur de mobylettes. Parce que Sébastien Abdelhamid, qui est un Français de souche converti à l'islam, on lui propose, avant Édouard, on lui proposait quasiment que des trucs de dealer, de voleurs de mobylettes et trucs. Donc si vous avez un nom qui sonne bien, c'est encore un quart de l'effort en moins à faire. Et le dernier quart, c'est si vous êtes pété de thunes. Donc j'aime autant vous dire que si vous êtes un homme blanc, hétéro, non opéré, avec un nom de souche qui va bien et que vous êtes pété de thunes, je dis pas que vous allez réussir à faire votre projet, je dis que vous allez vachement moins galérer. Et je disais tout à l'heure que j'aime me plaindre, mais pour moi, dans tout ce truc, je n'ai que ça comme effort à fournir. C'est-à-dire que je me plains aujourd'hui en disant ah, ils sont chiants, ils n'aiment pas ce que je fais, ils comprennent pas, je suis pas dans les bonnes cases et tout. Mais comparé à tous les autres porteurs de projets, et je voulais juste essayer d'imaginer combien de réalisatrices de longs métrages d'animation il y a eu sur ces 10 dernières années. Je vous laisse réfléchir, j'ai pas la réponse. Enfin si, la réponse est une, sur tous les longs métrages sortis aux États-Unis et en France, sur 10 ans. Tout le reste, ce sont des réalisateurs, parce qu'il n'y a que eux qui savent faire des films d'animation, c'est bien connu. Donc toutes les emmerdes que j'ai eues, ce n'est un bout de quart de ce que les gens qui ne rentrent pas dans toutes les cases ont à affronter. Donc on est quand même là-dessus vachement chanceux. Mais voilà, tout ça pour dire que bon courage. Je ne sais pas comment rebondir là-dessus, ça fait super sérieux. Mais voilà, des questions ? Putain, j'ai pété l'ambiance, putain. Non, mais je dis pas que vous n'allez pas réussir si vous n'êtes pas moi. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ah, merci. Tu m'as sauvé, tu as le droit à un t-shirt. Parce que vous voyez, le connard d'enculé de capitaliste, ces t-shirts, il les donne. Le mec... Et ça lui a coûté tout aussi cher. Mais moi aussi, je déménage bientôt, j'ai pas envie de rentrer avec. Je t'écoute, pardon. Déjà, merci pour le t-shirt. Mais de rien. J'ai pas beaucoup de taille, hein, donc, mais on va s'arranger. Du coup, si c'était à refaire, est-ce que l'expérience était plutôt positive ou bien c'était trop de stress et vous allez arrêter là ? Non, je referais pareil. Il a fallu avoir, il y a eu du temps à comprendre ce qui allait, ce qui allait pas. C'est tout con, mais moi je pensais bêtement qu'avoir un film à très petit budget, parce que notre cible ado adulte, elle est très peu reconnue par l'industrie, je pensais vraiment que c'était, tu vois, quelque chose de bien. Je me suis dit, c'est cohérent. Bon, il se trouve que c'est pire. J'aurais dû dire que je faisais pour 13 millions ado adultes, là les gens disent, ah.
Il se poserait moins de questions. Mais cette phrase, ne pas travailler avec des connards, il m'a fallu du temps avant de trouver qu'est-ce qui faisait que j'ai envie de travailler avec un tel ou pas. Et ce qui a été un très gros ascenseur émotionnel et qui a déclenché ça, c'est cette histoire du million. Et qui forcément, t'es tout excité au début, genre ouais, mais tu peux pas en parler parce que bon, tu discutes et tout peut capoter. Puis c'est au moment où tu te dis que c'est sur la bonne voie et que c'est sur le bon truc et que yes, on va enfin le fabriquer, c'est génial. Et que tu te rends compte que le mec te sort ça et là tu dis ouais non, c'est pas possible parce que ça va être de l'engueulade tout le temps. Tu vois, c'est le déclic. Et je peux dire que j'ai bien déprimé ma race après ça quand même. Et en plus, tu as la culpabilité de dire voilà, moi on me propose cette somme d'argent. Il y a énormément de projets d'animation qui ont beaucoup plus de valeur intellectuelle que ma comédie satirique. Qui je suis pour refuser ce genre d'offres et de propositions. Tu vois, il y a quand même aussi une remise en question par rapport aux autres gens qui galèrent à trouver. Mais tu dis à un moment, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et je pense que c'est ça le truc, c'est que je me prends la tête, mais que sur les sujets qui sont intéressants. Et à partir de là, je referai pareil. On a quand même eu beaucoup de chance. On a quand même eu beaucoup de chance aussi sur ce projet. La société chez qui je travaillais à plein temps m'a permis de faire ce projet à côté, de monter ma boîte à côté. Elle s'est fait racheter par un grand groupe américain, ce qui m'a permis de rembourser les emprunts que j'avais faits pour lancer la production. Emprunts que j'ai eu parce que j'avais un CDI, tu vois. Donc, et j'avais trouvé cette idée géniale. Tous les producteurs vous diront de jamais faire ça. J'ai fait un emprunt personnel à la banque, j'ai emprunté 30 000 euros. J'ai dit à mon banquier, j'ai besoin de 30 000 euros. Faites-moi un crédit auto, n'importe quoi. Je vais pas acheter une caisse, je vais faire un film. Je vais faire une société. Bon, alors le banquier, il me faisait un peu confiance, donc il m'a dit ok, fais ta société. Donc c'est génial, j'ai une société. Mais si la société elle échoue, les 30 000 euros, c'est pour ma gueule, c'est un emprunt personnel. Mais je m'étais dit, c'est bien, les intérêts, je vais les rembourser avec la déduction d'impôt. C'était pas forcément une super méga bonne idée, mais en tout cas ça marche. Si vous voulez lancer un peu votre projet, faites ça. Faites juste en sorte d'être sûr de pas trop vous mettre dans la merde, ou peut-être le faites pas du tout. Mais voilà, toi, je leur ferai pareil. Sauf que j'ai changé de banquier. Merci. Je t'en prie. On voit que vous avez déjà traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'étapes. A priori, le son, c'était une des grosses étapes. C'est quoi le prochain gros morceau là, auquel il faut s'attaquer, qui est sur les rails? Faire le film, c'est la fabrication. L'animation pure la fabrication pure, donc faire les décors, faire l'anime, faire la post-prod, faire le vrai son. En fait, la fabrication, c'est le moment presque le plus confort, entre guillemets, parce que tous les gros choix artistiques ont déjà été pris. Donc il y a moins de danger d'avoir des retards, d'avoir de gros problèmes. Le son, pour moi, était hyper important parce que c'est un domaine que je ne connais absolument pas. Mais alors vraiment pas du tout. Donc, tu vois, j'avais jamais contacté de comédien avant, je savais pas comment on faisait. Et voilà, mon expérience du montage son, c'est prendre des bibliothèques de son, les coller sur mon animatique. Donc, c'était important pour moi. Ah ouais, si, il y a un truc qui est important là-dessus. C'est que c'est important pour moi d'apprendre les différents métiers avec qui je vais devoir communiquer. Je suis pas un artiste. Donc déjà, pour le logo Mythomène, je vais le mettre là. Waouh. Ça a été super dur pour moi à réussir à exprimer verbalement exactement ce que je voulais. Je l'avais dans la tête, et pour arriver à avoir ça, ça a été très dur. Et du coup, je me dis, c'est compliqué. Tu vois, j'ai pas envie d'être le client connard qui dit, ouais, non, cherche, et je te dirai quand je saurai quand c'est ça. Tu vois, et puis vas-y, cherche. Et j'ai pas envie d'être ce mec-là parce que j'ai pas envie de le vivre, donc j'ai pas envie de le faire vivre. Et donc le son, j'ai demandé. Alors pareil, à chaque fois c'est un petit budget, mais ils ont fait sur une des séquences qu'on a monté, on a monté le son. J'étais là toute la séquence, ils me montraient comment ils faisaient, ils m'expliquaient. On a fait un peu de follet. C'est complètement débile de faire du follet sur un trailer parce qu'il faut que ça soit synchro à l'image. Mais je lui ai juste dit, fais-moi un tout petit peu pour que je comprenne le temps que ça prend de faire des bruits de pas, des machins, des bidules, pour bien appréhender, pour pouvoir comprendre quand je vais demander les trucs, être efficace. Et donc il nous reste la fabrication et en fait le gros du travail c'est de trouver l'argent et il nous manque un peu plus on avait 200 000 donc il nous manque 800 000 avec le nouveau budget à 1 million. Est-ce qu'il y a des financiers dans la salle? Et je parle pas des petits gâteaux, désolé, j'ai un humour de merde. Derrière toi. C'est quoi faire du follet? C'est quand...
Alors, cherche Foley Artist sur YouTube. En fait, dans tous les films, tous les sons sont faux, en fait, sont refaits. Et donc, par exemple, faire du Foley, c'est se frotter une échelle en bois contre le corps pour faire un bruit de roulotte qui roule. C'est prendre des noix de coco et faire ça sur la table pour faire cataclop sur les chevaux. C'est vraiment, c'est des mecs qui ont des accessoires et qui bruitent tout à la main. Si tu as le DVD, quadruple DVD collector du Seigneur des Anneaux, il y a un super documentaire là-dessus dedans. Ou sinon, Foley Artist sur Google. Et ça donne vraiment des scènes très rigolotes. J'ai vu comment ils faisaient le bruit de saucisse dans Les Lapins Crétins. Je peux vous dire que ça m'a marqué. Juste deux petites questions, peut-être que je vais dire une bêtise, mais à Valenciennes, tu avais dit que tu n'allais pas utiliser Duik pour faire l'animation. Et le but de Mythomen, c'était aussi de le faire que sur After Effects. Est-ce que c'est toujours le cas et est-ce qu'aujourd'hui tu vas utiliser Duik? Alors, Duik n'a pas... J'avais dit à Valenciennes qu'on n'avait absolument pas utilisé Duik sur le trailer, parce que pour les contraintes de temps, vu qu'il y a très peu d'animation dans le trailer, ça prenait plus de temps à Anthony d'apprendre à se servir de Duik et à faire les rigs et l'anime que de le faire en calque de forme, parce qu'il sortait d'une prod où tout était au calque de forme, donc c'était plus efficace, donc on l'a fait comme ça. Mais non, le but du jeu, c'était d'avoir... au tout début, en fait, à Valenciennes, c'était la première fois que je discutais sérieusement avec Nicolas, parce que j'avais besoin de fonctionnalités complémentaires dans Duik, parce qu'on voulait utiliser Duik et que je voulais me former dessus. C'est pour ça que j'en ai beaucoup voulu d'avoir mis cette conférence vendredi et samedi, non samedi et dimanche, parce que je n'étais pas dispo hier, je n'ai pas pu voir les magnifiques tutoriaux et formations de Frameox de Motion Café. Mais voilà, toi, ça fait partie du truc, il faut que j'apprenne à utiliser ton logiciel, donc je viendrai t'embêter, mon loulou. Mais non, si on va utiliser Duik, et ça sera intégralement fait sous After Effects toujours, avec peut-être un petit bémol. Alors déjà, le board a été fait sous Toon Boom Storyboard Pro, et parce que c'était pareil, plus pratique que de le faire dans After et ensuite de les animer dans After ou dans Premiere, même si tout est monté dans Premiere maintenant. Et il est possible que les FX soient partiellement faits sous Flash, parce qu'on aime les technologies désuètes. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette technologie, qui connaissent le truc, et qui sont efficaces. Mais sinon, 100% After. J'aime Adobe. Je suis habillé en Adobe. Cette petite pointe de rouge. Donc je suis comme Cédric ce matin. Je ne vis que par Adobe, que pour Adobe. Mais je ne gagne pas d'argent quand vous souscrivez à la Creative Cloud. Et c'est bien dommage. Alors oui. Sébastien n'est pas venu hier. Parce que j'en ai mis plein la gueule. Parce que c'était son anniversaire. Alors je tenais à vous le dire. C'est l'anniversaire de Sébastien. Voilà. Merci. Je suis vieux maintenant. Et donc je les ai défoncés. Quand ils ont changé pour la 3e fois les dates, j'aurais fait les mecs, c'est pas possible. Désolé. Mais je vous aime quand même. Je suis venu. Faut que je parte maintenant, c'est ça? Je pense que tu as fait plus que ton temps là quand même. Hein? C'est ça l'avantage du mode présentation, c'est que j'ai mes notes et je sais que j'ai mis 1h35 et 58 secondes. Ah, donc il manque 50 secondes dans l'enregistrement du son que je viens de couper et qui est à 1h35 et 5 secondes. Ah ouais. On a les professionnels qu'on mérite. Alors, merci à tous.